Bonjour à ce nouveau talk show de BAM, Belgian Alternative Media, que vous pouvez regarder sur bam.news ou sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour cette émission qui est une émission d'actualité, puisque nous allons commenter un fait assez important dans l'actualité avec Luc Hénard, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, qui va évoquer l'ordonnance de référé du 31 mars. Quelque chose qui a fait la une des journaux il n'y a pas si longtemps et qui a des conséquences assez importantes sur votre vie covidienne. Nous avons nos chroniqueurs avec nous, Alex le complotiste. Bonjour. Alex, tu es youtubeur et aussi barman. Revenons sur le terme youtubeur ou facebooker, oui. Censuré. Censuré. Ah, désormais. Ça y est, t'as la médaille. Complotiste, voilà. One, et puis de l'autre côté, censuré. La censure. Bravo, félicitations. Je ne peux plus m'exprimer, donc... Félicitations, tu peux t'exprimer sur BAM. Je suis ravi d'être là. Voilà, merci beaucoup. Tu es aussi barman et je vois que tu n'es toujours pas venu. Je n'ai pas tenu ma parole, effectivement. Merci. Quant à la dernière fois. D'accord. Je le fais pour vous, c'est pour votre... Nous avons Sandra. Sandra, tu es politologue et tu es aussi dans la politique locale. Donc, tu vas nous commenter l'actualité très chaude du point de vue politique avec cette loi pandémie. À côté de toi, Marc-Henri. Marc-Henri, tu es entrepreneur dans l'informatique et citoyen engagé, comme beaucoup de gens ici. Merci d'être avec nous. Donc, tu vas aussi nous commenter cette loi pandémie. Mais tout de suite, je voudrais vous demander peut-être votre humeur, l'humeur de la semaine. Alors, on commence par moi? Oui. Allez, impeccable. Pour ma part, en tout cas, je dirais, je sais pas, j'hésite entre scandalisé, énervé, enfin un peu comme d'habitude, suite aux événements du Bois de la Cambre. Parce qu'il faut savoir que moi, effectivement, j'étais en première ligne. De quel week-end tu parles? Parce que le premier, la boum. La boum. La boum. Oui, la boum. J'y étais avec ma femme, avec mon petit frère, mes amis, prendre un verre au Bois de la Cambre comme tout le monde, avec nos amis. Pas emmené les gosses, j'espère? Non, pas du tout, non. Heureusement, mon fils, non. Et jusque-là, tout allait très bien, jusqu'au moment où les forces de l'ordre ont commencé à venir nous serrer, nous nasser. Oui. Alors, dans un premier temps, il n'y avait aucune animosité du côté des jeunes. Oui. Et puis, très vite, les policiers ont commencé à sévir, parce qu'évidemment, ils se sont fait huer, compte tenu de leurs armures et de leur attitude, qui était déplorable. Vraiment, c'était... Ils étaient provocants? Ils étaient très provocants. Les policiers provocants. Très provocants. Je fais un petit clin d'œil à nos chers médias mainstream qui ne le soulignent en tout cas pas assez, ou pas du tout. Mais c'était bien le cas, quand on sait que j'ai aussi des vidéos qui prouvent que j'appelais les personnes à rester très calmes, à ne témoigner aucune animosité. Et le seul retour que j'ai eu des forces de l'ordre, c'est de la lacrymogène dans la figure de ma femme. Je me suis fait matraquer, les jambes, pris par la gorge. Et par-dessus le marché, comme les images ont affolé la toile, ma tante s'est fait percuter par un cheval, donc par la cavalerie. Ah oui, j'ai vu ça à 2 minutes 40 dans la vidéo de la livre. Tout à fait. Eh bien voilà, ça passe dans tous les médias. Elle va bien? Elle va, en tout cas pour l'instant, à l'heure où je vous parle, elle est en compagnie d'un médecin. Elle n'est pas seule parce qu'elle a, à mon avis, des lésions qu'il va falloir constater par la suite. J'espère qu'il n'y aura rien, parce qu'elle n'a pas voulu partir avec les ambulances pour rester, ce qui était très imprudent quand même. Donc j'espère qu'il n'arrivera rien. Mais j'entends bien saisir la justice pour attaquer directement monsieur le bourgmestre de Bruxelles. Ça, c'est sûr. Parce que c'est sous ses ordres, il est le chef de la police. Et c'est inacceptable d'avoir ce genre de comportement de la cavalerie. Et bien sûr, bien entendu, le policier en question, qui, à mon sens, a commis une tentative d'homicide sur ma tante. Elle aurait pu en mourir, clairement. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'effet déplorable à... Il y a pas qu'elle, il y a eu beaucoup de blessés, non? Bien entendu. Je salue beaucoup de personnes qui y étaient et qui se sont fait, excusez-moi, piétiner par la cavalerie. Qui n'ont pas eu la chance d'avoir des images aussi choquantes. Mais oui, il y en a beaucoup. Mais ça reste le moment phare et l'élément déclencheur, je pense, pour beaucoup de l'animosité des manifestants. Et dont la mienne aussi, je dois l'avouer. Parce qu'après avoir ramassé, comme je vous ai dit, des coups de matraque, lacrymogé ma femme et piétiner ma tante, c'était le pompon. Et je trouve légitime de la part des jeunes qu'on doit arrêter de tendre l'autre joue, compte tenu des manifestations du 24 janvier, du 31 janvier, où le peuple était pacifique, s'est fait embarquer lâchement et jeter dans des camionnettes, sans des restrictions sanitaires, sans distanciation, il n'y avait pas de problème. Donc
ils sont bien gentils après, ça commence à bien faire. Je pense que c'était légitime aujourd'hui que les manifestants ripostent et je apporte tout mon soutien à ces personnes. Et je condamne, en tout cas pour ma part, le comportement de la police. Leur devise, ils l'ont bien entendu obligé, écouter, protéger et servir la population. On en est très loin actuellement. Voilà, je vous remercie. Bon, eh bien, comme je vois, tu es toujours aussi énervé. Mais plus calme aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ah, merci. Sandra, l'humeur. Hugues. L'humeur de la semaine. Alors mon humeur, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer parfois en voyant quelques mesures qui sont prises. Donc c'est une des mesures les plus drôles, je trouve, qui a été prise. Donc après un an, quand même, ils arrivent toujours à nous étonner. Donc c'est le fait de devoir s'asseoir près de la fenêtre lorsqu'on prend le train pour aller vers la mer. Voilà. Pas quand on revient. Pas quand on revient, exactement. Donc ça, c'est déjà le premier. J'ai pas eu de restriction. Voilà, quand on va vers la mer, on doit s'asseoir près de la fenêtre. Quand on revient, on ne doit pas. Et donc tout ceci est débattu très naturellement au sein d'une enceinte parlementaire où on demande au ministre, mais enfin, d'où vous est venue cette idée ? Et donc au ministre de se justifier en disant que c'est une très bonne mesure, qu'effectivement pour le retour ce n'est pas important. Ça fait un peu chou gras quand même des partis un peu plus populistes qui en rigolent bien. Surtout ça occupe l'espace médiatique. Oui. Une mesure inutile, ça, voilà, et inapplicable. On aimerait que l'espace médiatique soit utilisé de manière un peu plus intelligente tout de même. Pour ceux qui regardent en tout cas les débats parlementaires, moi ça m'a bien fait rire et surtout que la conclusion, c'était quand même de se dire peut-être qu'on devrait passer vers un système de réservation, puisque c'est ça la question en fait. Il n'y en a pas, j'ai voulu réserver. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Belgique. Et donc la réponse du ministre, c'est quoi ? C'est de nous dire qu'il va étudier la question auprès des autres pays européens qui le font déjà pour voir si ça fonctionne. Au XXIe siècle, je trouve ça merveilleux. Voilà, c'était mon humeur du jour, ça m'a fait rire. Mais c'est bien. Mais la Belgique, j'ai préféré en rire qu'en pleurer. Voilà. La Belgique se modernise puisque donc on va bientôt avoir les réservations dans les trains et on vient d'avoir après étude, mais toujours, et on vient d'avoir les tests rapides qui sont vendus depuis belle lurette à tous les Aldi en Allemagne. Mais on vient d'avoir les tests rapides. Donc voilà, c'est la Belgique. La Belgique se modernise, devient un État moderne. Donc il faut s'en féliciter, je trouve. Il faut s'en féliciter. Marquant. Alors, écoute, moi, c'est même chose aussi qu'Alexandre Bois-de-Lacan, puisque nous étions Sandra et Valérie Vous avez sur tourné place. Là-bas. On a tourné. Au départ, j'avais fait un petit document qu'on a distribué naïvement à la police. Et je dois dire qu'au départ, les contacts avec la police étaient plutôt positifs. Ils recevaient, donc c'était une petite feuille qui expliquait qu'il n'y avait pas de base légale sur les décisions, enfin plutôt sur les mesures sanitaire, qu'il y avait quand même l'article 151 du Code pénal qui prévoit des poursuites pour ceux pour les policiers ou les forces de l'ordre qui font plutôt des actes qui sont contraires à la Constitution. C'est ça. Donc voilà, on leur a distribué ça, tout ça, et les réactions étaient relativement bonnes. Donc à un moment donné, on est arrivé sur à l'endroit où il y avait le plus de monde. Et là où l'ambiance a vraiment commencé à monter, c'est quand, en fait, les grands camions avec les chevaux sont arrivés. Et c'était très visible. Et là, on a senti que les étudiants commençaient à s'énerver, à chauffer. Et puis, là où ça a vraiment commencé à déraper, c'est quand, effectivement, les policiers sont arrivés en ligne et ont commencé à devenir violents. Et là effectivement, ça a dérapé. Donc moi, je crois on critique beaucoup les jeunes en disant « oui, ils n'avaient rien à faire là, pourquoi se rassembler, pourquoi tant de provocations, etc. » Mais tout simplement, d'abord, il faut quand même remarquer qu'il n'y a jamais eu aucun cluster qui a été identifié. Oh, n'emploie pas ce mot, un foyer, s'il te plaît. À l'extérieur, il y a eu les fêtes de la musique, il y a eu des manifestations à Berlin où ils étaient plusieurs centaines de milliers, il y a eu aussi l'exemple de la rave party en Bretagne. Donc, de rave party, on peut imaginer un petit peu je dirais, la distanciation sociale dans ce genre de festivités. Ça ne va pas être terrible. En plus, il y avait une partie qui était dans un hangar. Rien. Pas de contamination, rien du tout. Donc, dire que ce serait à cause de ce genre de manifestation, ou plutôt à cause de ce genre d'événements, qu'on remplit des hôpitaux, ça n'a aucun sens, c'est une hérésie. Non, je vois...
Je crois que la responsabilité, effectivement, comme dit Alexandre, c'est le bourgmestre qui a décidé d'envoyer pour des raisons de garder quelque part, je crois que c'est une question de garder une image d'autorité. Un concours de beat avec les jeunes ? Si tu veux, je te laisse responsable de tes termes. Oui, c'est ce que je dis. Tu veux parler d'utiliser la matraque, c'est ça? Non, ce que je veux parler, c'est que c'est une question d'ego. C'est-à-dire, il veut pas... Oui, plutôt, je crois, d'autorité. De pouvoir dire, voilà, je veux que mon autorité soit respectée, j'ai dit que ça n'arriverait pas, ça n'arrivera pas. Mais évidemment, le problème, c'est que, et on en reparlera encore, tout ça n'a pas beaucoup de base légale, puisque, en fait, la dissolution du rassemblement, qui n'était pas une manifestation, hein, je rappelle, la dissolution du rassemblement a été décidée sur base, enfin c'est ce qu'on nous a dit, vous ne respectez pas les mesures Covid, nous allons donc vous demander de quitter ce lieu. C'était bien parce qu'il y avait des drones, etc. Donc, si je peux rajouter juste un élément par rapport à ça, oui. C'est que nous on était dans la foule et parfois on se mettait sur le côté et c'est là qu'on entendait les drones nous dire qu'on devait quitter. Sinon, dans la foule, il y avait tellement de bruit qu'on n'a même pas entendu, en fait, les ordres de déguerpir. Donc ça, moi, je demandais aux jeunes, est-ce que vous avez entendu que vous allez devoir partir? Ah non, on n'a rien entendu. Donc ça, déjà, c'est un élément important parce que dans les informations mainstream, on nous dit qu'il y a eu un ordre, il y a eu plusieurs ordres. Mais les jeunes, ils étaient avec leur musique, ils n'ont rien entendu. Ils auraient pu passer dans la foule et distribuer ou venir vous dire à chaque groupe, voilà, peut-être. Ils auraient pu faire les choses un peu plus poliment. Il n'y a pas eu de dialogue d'homme à homme, je dirais. C'était des machines qui parlaient, mais de loin, à des jeunes qui écoutaient de la musique. Donc rien que ça, c'est déjà surréaliste, en fait, dans ce sens-là. Donc j'aimerais terminer. Oui, vas-y, termine. Donc j'ai une petite lettre à Philippe Claus. Vous appelez les citoyens à respecter les règles, mais vous oubliez que ces règles sont imposées depuis plus d'1 an par le gouvernement ne respectent pas les règles élémentaires de l'état de droit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des milliers de juristes, des juges et même le gouvernement qui le reconnaît à demi-mot. Donc pourquoi imposer par la force des règles qui sont manifestement sans fondement légal? La responsabilité est clairement au niveau des autorités qui ont imposé un niveau de violence totalement injustifié. Bien entendu, les policiers sont tenus de suivre les ordres, mais je vous rappelle qu'ils ont juré obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, qui en l'occurrence ne sont pas respectées. Et l'état de droit, c'est ça. Nul n'est au-dessus de la Constitution et des lois, y compris ceux qui nous gouvernent, et ceci précisément pour éviter la situation de violence que nous vivons. Concernant les rassemblements à l'extérieur, on en a parlé, aucun cluster n'a été créé, ou en tout cas identifié, à l'extérieur. Vous semble-t-il opportun de pousser les jeunes à se rassembler à plus de 35 dans un cut, alors que les contaminations se font essentiellement dans un espace confiné? Parce que, à la limite, il vaut mieux qu'ils se rassemblent là, au bois de la Cambre, à l'extérieur, où il y a de l'air, et le risque est beaucoup moins grand que de les pousser à se rassembler dans les cuts, où de toute manière, c'est ce qu'ils vont faire s'ils ne sont pas à l'extérieur, au bois de la Cambre. Ils vont quand même se rassembler à l'abri des regards, faire la fête dans ces petits endroits. Donc, même d'un point de vue sanitaire, ça n'a aucun sens. Non, vous avez préféré envoyer un drone, un hélicoptère, une horde de cavaliers en furie, les autopompes, les chiens, les Robocop, des gaz lacrymogènes. Ne croyez-vous pas qu'une telle débauche de moyens publics aurait été plus utile pour le personnel soignant? La question est posée, Alex. Moi, j'aimerais revenir là-dessus. Tout petit commentaire. Oui, tout à fait. J'ouvre une parenthèse et puis je la referme, parce que c'est très intéressant. Les jeunes qui étaient présents ont dit que ce n'était pas une manifestation, que c'était un rassemblement un peu bon enfant, d'accord. Mais pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, beaucoup avaient été informés de la décision prise par le tribunal de première instance. Et ça a été un effet boom, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Un effet boom. Oui, bien sûr. Qui, bam, si vous voulez, qui dit et qui indigne la population en disant « Mais enfin, ça fait 1 an qu'on nous prive sur aucune base légale. » Sur aucune base légale. Et aujourd'hui, de ce fait, nous sommes en droit d'aller prendre un verre. Et oui, nous venons aussi revendiquer le droit de nous rassembler, le droit de prendre un verre ensemble. Et il n'est pas question, et de toute façon, il n'a pas lieu d'être, que la police vienne nous déloger, étant donné que, en ce qui concerne la loi, nous en avons le droit. Donc, quand la police est venue, oui, les jeunes ont rejeté cette autorité qu'ils n'ont pas reconnue. D'accord. Voilà.
D'accord, ok. Ben, écoute, c'est très clair et ça nous fait une excellente transition vers Luc Hénard. Est-ce que le tribunal de première instance de Bruxelles a reconnu qu'un coup d'État avait eu lieu il y a 1 an? Est-ce que c'est une simple formalité juridique pour le gouvernement de perpétrer un autre coup d'État? Voilà mes questions. C'est un vaste débat qui s'ouvre. Tout d'abord, constatation au travers des billets d'humeur, c'est qu'on voit toute la réflexion qui est menée à propos de ces mesures, ce qui s'est passé lors de la boum. Heureusement que ça n'a pas fait boum boum, parce que je ne sais pas où nous en serions, mais soit, en tout cas, c'est très indicateur. Mais c'est aussi très indicateur d'une incompréhension ou d'une totale illisibilité par rapport à ce qui se passe. Alors, l'ordonnance qui a été prise par... C'est quoi une ordonnance de référé? Alors, une ordonnance de référé, et vous avez raison de poser la question, c'est une décision que prend le président du tribunal de première instance. Donc votre successeur? Mon successeur, ou le juge que mon successeur a désigné, pour statuer en urgence et, comme on dit en latin, prima facie, c'est-à-dire en apparence. Cette action du juge qu'il faut souligner, qui est en totale indépendance, et il est indépendant, radicalement indépendant, a pu, au terme d'une motivation, indiquer qu'il y avait une limite et que maintenant l'invitation est adressée à l'État belge de mettre en ordre sa législation en matière de mesures coercitives prises au travers d'arrêtés ministériels, ce qui pose clairement un problème en droit. Maintenant, l'électrochoc, je pense qu'il est intervenu, mais je plaide, et je suis un juge, je plaide pour une attitude qui est une attitude de modération, tout en soulignant le caractère roboratif de la circonstance qu'il y ait tout de même un certain nombre de réactions par rapport à ces mesures qui ont été prises depuis 1 an maintenant, et dont le constat doit être fait, c'est que le gouvernement lui-même admet qu'il n'y a pas de cohérence. Et que, on l'a entendu, le ministre Van den Broek n'appréciera pas sans doute, mais quand il a fermé des commerces, rouvert des commerces, puis de nouveau fermé en disant « on ne sait pas très bien pourquoi on le fait », il n'y a pas de responsabilité de personne, mais on ferme quand même. Et donc, je crois que la difficulté, c'est qu'on est entré dans une politique qui est, à mon avis, très préoccupante par rapport aux libertés individuelles, et on ne sait pas très bien pourquoi, on ne connaît pas très bien les bases, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment on en sort. On ne sait pas comment on en sort, puisqu'on nous annonce le 1er mai, puisque théoriquement, le 1er mai, on va se voir avec une liberté retrouvée. Je ne suis pas tout à fait convaincu que cela se passera de cette manière. Cela étant dit, et la pression, elle existe, les interrogations existent, elles s'expriment. Et je crois que ça, le vieux 68ard que je suis se réjouit que ça puisse encore exister, puisque que faut-il préférer, le bruit des bottes ou le silence des moutons? On se pose la question parce qu'il y a quand même un constat depuis des mois, c'est que le silence, il est un peu partout, et on a une soif, je dirais, d'expression. Expression intelligente. Je n'ai pas dit qu'il fallait aller à la bataille, et vous l'avez rappelé tout à l'heure par rapport à cette manifestation. Il y a eu un événement. Fallait-il réagir de cette manière par rapport à cette expression? On peut mettre une collection de points d'interrogation. Et c'est le débat. Que veut-on? Le rapport de force? Ou, je dirais, l'attitude commune et citoyenne. Il y a surtout un manque de clarté quand même sur une chose que j'aimerais souligner. Vous revenez justement sur la légitimité des mesures prises par le gouvernement par arrêté ministériel, qui est fortement remise en question aujourd'hui. Et depuis 1 an, pour notre part en tout cas, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous. Et quand vous dites que les mesures étaient là, en fait, et donc de ce fait, si je comprends bien, elles devaient être respectées.
or qu'elle porte directement atteinte à nos libertés fondamentales, donc à savoir la liberté de circuler, d'expression, étant donné que nous n'avons pas eu l'oreille des forces de l'ordre. Comme je le rappelle encore une fois, écouter est une devise de leur service. Je pense que c'est servir aussi la population. On se demande en fait si les arrêtés ministériels, si je prends en considération là, on est d'accord, on a d'abord la Constitution, la loi, l'arrêté royal, ensuite l'arrêté ministériel. Mais quand un arrêté ministériel est en contradiction directe avec la Constitution, est-ce qu'il n'est pas légitime d'avoir un débat normalement démocratique pour voir s'il est fortement nécessaire avec un référendum, je ne sais pas, une consultation citoyenne? Pourquoi aujourd'hui les jeunes qui sont enfermés depuis 1 an, ainsi que les commerces qui ont coulé, qui se sont vus retirer tout ce qu'ils avaient, ces gens qui n'ont pas de voix, l'opposition rabaissée, toute cette opposition qu'on représente aujourd'hui en parlant, si vous voulez, n'aurait pas le droit, au final, j'ai envie de dire grossièrement, de mettre un gros coup de botte citoyen à toutes ces mesures qui n'ont ni queue ni tête pour beaucoup d'entre eux. Et au moment où le tribunal juge toutes ces mesures illégales, n'est-il pas légitime, finalement, de reprendre une vie normale au niveau humain? Je parle bien au niveau humain. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol? Parce que j'ai du mal à comprendre la clarté de toutes ces choses. Ah, mais vous avez raison. C'est un des grands nœuds de la discussion. La clarté, elle n'existe pas. Ouais. La clarté au niveau des mesures qui ont été prises, le sens, la lisibilité de ces mesures, il est évident qu'elles ne sont pas compréhensibles. Quand j'évoquais les coiffeurs, mais je peux évoquer l'enseignement. À un moment, vous avez les élèves du secondaire qui ont fait légitimement de leur nez en disant ça ne va pas, on n'en sort pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lâché du lest pour les écoles secondaires et on a fermé les crèches. Bon, pour dire que l'incohérence de toutes les mesures qui ont été prises, c'est pas moi que vous devez convaincre. Les sanctions suite au port du masque obligatoire en plein air, qui est absurde. Est-ce que moi, étant donné, pour ma part, je peux dire que j'ai plus d'1 millier d'euros de factures suite au refus d'obtempérer au port du masque, car je me sens mal avec un masque, j'étouffe avec un masque. Je ne reconnais pas l'autorité d'un arrêté ministériel qui est en contradiction avec tous les rapports de santé. 563 bis Exactement. du Code civil. Mais il n'en demeure pas moins que la loi, elle est là. Mais il n'y a pas de loi, c'est ça le problème. Il y a la loi de 2007 sur la sécurité civile, mais tout le monde critique sur le fait que cette loi n'est pas du tout prévue pour ça, et elle est pour des situations d'urgence, donc après 1 an, ça n'a plus aucun sens. Donc il n'y a pas de loi, en fait. C'est ce que... Oui. Alors, il n'y a pas de loi, ça c'est un constat que l'on fait, mais il n'y a pas, en quelque sorte, de sacralisation de ce constat. Vous avez une décision, et c'est pour ça que j'insiste sur la circonstance. Les policiers ne sont pas capables de juger, c'est pas eux de juger. Donc c'est d'abord pas à eux de juger, mais donc il y a un canevas juridique. Et la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que ce canevas juridique, il est chancelant. Ça, c'est incontestable. Quand vous affirmez en disant « il n'y a pas de loi », mais j'ai considéré que la loi de 2007 était une loi qui permettait ou qui habilitait en début de l'année passée la possibilité de prendre ces mesures par arrêté. Ce que le juge a fait aujourd'hui, c'est de dire « oui, il y a une différence sensible entre le début de l'année 2020 ». Il y a l'urgence, la pandémie éclate, on a pris des mesures, également des lois de pouvoirs spéciaux ont été prises, donnant des instruments au gouvernement, mais comme dit la Constitution, ce sont des mesures que l'on prend dans un laps de temps court. Ici, on a laissé la situation perdurer, mais je voudrais tout de même dire, petite pierre que je jetterai dans le jardin des parlementaires, c'est que les parlementaires se sont montrés très peu courageux sur le sujet. Absolument. Alors, c'est pas la première fois que je le dirai, mais ils sont devenus des presse-boutons. Et depuis un certain temps, je dis souvent que le pouvoir judiciaire est mort, ce qui est une de mes convictions, mais le pouvoir législatif, il l'est tout autant. Parce que depuis, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement qui, aujourd'hui, a la bride sur le cou et fait un certain nombre de choses. Et c'est là la grande difficulté dans laquelle on se trouve. Et je pense qu'il y a un manque de clairvoyance de la part de nos autorités.
par rapport à cette situation-là. Parce que ce que révèle ce qui s'est passé au niveau de la boum, mais soyons aussi, je dirais, moins hypocrites que tout ce petit monde, c'est que nombre de décisions qui ont été prises, la bulle de 1, et il y en a quand même une fameuse série. Vous avez des commerces qui sont fermés, qui ne sont pas fermés. Regardez ce qui se passe en matière de rendez-vous. Et les transports en commun. Bien entendu. Donc, l'incohérence, elle est totale, on l'a déjà dit. Je pense qu'il n'y a personne qui peut discuter aujourd'hui de l'incohérence dans la manière de présenter les choses. Ce qui devient très compliqué, c'est d'oser le dire. Il n'y a pas de la provocation là-dessus de la Moi, je vais pas aussi loin. Je pense que c'est plus... le prennent comme ça. Mais enfin, c'est incohérent, mais c'est comme ça, vous l'acceptez. Oui, alors très difficile. C'est un peu... Vous avez raison. D'autant plus qu'en droit, il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Et elles ne l'ont pas été. Vous savez, j'ai eu l'occasion de... J'évoquais des décisions que j'ai prises en matière de Covid, où des personnes ont comparu devant moi. Je peux en parler à l'aise aujourd'hui, tout ça fait partie du passé, mais où des gens se sont fait poursuivre parce qu'elles se trouvaient à l'extérieur sans se promener. Et sans se promener voulait dire dans l'esprit de celui qui avait dressé le procès-verbal que la personne ne bougeait pas. Donc, or, la promenade, ouvrez tout dictionnaire, c'est de se rendre d'un point A à un point B sans but précis. Et donc, j'ai eu l'occasion, dans les jugements que j'ai rendus, et d'autres collègues ont fait de même, en disant « ça, ce sont des promenades, ça fait partie des choses autorisées ». En termes de légalité, nouveau, la distance sociale, 1,50 m, dit la loi. 1,50 m. Les mesures. Vous avez raison. Oui, mais non, mais c'est parfait. Vous avez parfaitement raison. Eh bien, c'est 1,50 m. Je voudrais dire, et c'est peut-être caricatural, mais ça fait comprendre le propos, c'est qu'1,49 m n'est pas une infraction, 1,51 m est une infraction. Alors, imaginez ce que ça veut dire. Alors, et donc, toutes ces situations-là, on ne les comprend pas. Les commerces non essentiels, qui maintenant ont pu rouvrir. Et vous pouvez y aller si vous prenez rendez-vous. Vous savez, comme moi, comment ça se passe dans les faits. Et tout le monde téléphoné, il est derrière la porte, il me dit tu peux rentrer. Eh bien, donc on en est on est face à... Vous avez quand même le nombre de gens qui y vont, hein, mais voilà. Parce que ça complique. Peut-être, mais ceci étant, quand on vous explique qu'il faut éviter les contacts, alors que quand on voit tous les secteurs et les mesures qui ont été prises par l'ORECA, par toute une série d'autres métiers, ce sont des mesures qui ont coûté cher et finalement qui n'ont servi à rien puisqu'on est revenu à la case départ. Et donc, tout ça pour dire que dans ce canevas législatif, et le législatif, là, c'est vraiment la loi, les arrêtés, donc c'est vraiment tout. Il est, pour le moment, nous sommes dans une situation qui est ce qu'elle est. Merci beaucoup. On va tout de suite parler de la loi pandémie, justement, parce que c'est le pansement qu'a trouvé le gouvernement pour arriver à être légal. Donc, quand je peux vous demander si c'est... Voilà, est-ce que c'est une formalité juridique donc, voilà. Sandra, mais le pansement... est-ce que tu peux nous décortiquer Oui, alors... ce n'est pas juste suite à cette ordonnance rendue que le gouvernement a commencé à parler de cette loi pandémie. C'est sur la pression, enfin, de certains parlementaires que les travaux se sont mis en route. Donc, ça fait déjà un gros mois qu'il y a eu des auditions au Parlement de toute une série d'experts sur cette loi pandémie. Donc, l'avant-projet de loi qui a été proposé par la ministre de l'Intérieur, mais qui est aussi ministre des Réformes institutionnelles et du renouveau démocratique. Ça, je trouvais intéressant de le citer, parce que le renouveau peut aller dans un sens ou dans l'autre. On ne sait pas encore vers où la balance va pencher. Mais donc, on parle de loi... Elle a compris les jeunes. Hein. J'ai entendu dans une de ses interventions... Oui, on s'est fort senti compris. Hein, oui, je vous ai compris. Mais comme quoi. Voilà, je vous ai compris, mais... Alors... je pense qu'on appelle cette loi, cet avant-projet de loi, à tort, loi pandémie, parce que l'intitulé, justement, ne mentionne pas du tout la pandémie, mais parle d'un projet de loi relatif aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. Ah, c'est sournois, ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il ne s'agit nullement d'une loi qui va gérer la crise, c'est uniquement, ou les soins de santé,
c'est uniquement une loi qui va justifier les mesures qui limitent les droits fondamentaux, finalement, en cas d'urgence épidémique. Ah, d'accord. Donc, on donne une base légale, finalement, qui n'existe pas apparemment avec cette ordonnance qui a été rendue. On va essayer de donner une base légale aux mesures de restriction des libertés. Pour le futur, peut-être que ce sera rétroactif, mais donc ça, on pourra en parler peut-être plus tard. Mais donc, elle est dogmatique déjà par essence, puisqu'elle présuppose que on part du postulat, en fait, que toute épidémie doit mener à une limitation des libertés, sans aucune autre preuve. Hein. On a parlé du fait qu'en fait, il n'y a jamais eu d'évaluation de toutes ces mesures. On n'a jamais évalué. On n'a jamais rien évalué. On veut les entériner et on veut nous resservir ça pour la suite. Et je peux vous dire, de sources sûres, d'un président de parti, que je lui ai demandé, mais enfin, mais comment tu peux encore demander sur quelle base vous basez-vous pour décider que le confinement ou un confinement beaucoup plus rapide serait beaucoup plus efficace? Il me dit, mais en fait, on n'a aucun chiffre. Donc, à partir de ce moment-là, après 12 mois, je pense que ça, c'est inacceptable. Et dans une loi pandémie où on n'a toujours pas de chiffres et où on ne les aura pas, en fait. On ne saura jamais pourquoi l'Horeca s'est fait fermer et a été ruiné. Donc, justement, les mesures Horeca... les gens qui nous regardent vont être ravis d'apprendre que là non plus... Donc, dans les débats, justement, on parle de l'Horeca et on nous dit qu'il est en fait accepté dans le monde entier. Il y a un consensus scientifique pour dire que c'est dans des pièces fermées que les gens attrapent le Covid. Et donc, c'est pour ça qu'on décide de fermer l'Horeca. Donc, il n'y a aucune base scientifique sur cette décision. C'est du dogme, c'est de la croyance. C'est une nouvelle religion, c'est le covidisme. Voilà, mais donc, ce qui est dangereux, c'est qu'avec cette loi pandémie, si elle est votée telle qu'elle, qu'est-ce qui nous garantit qu'on va avoir des chiffres si on ne les a pas depuis 12 mois? Enfin, il va falloir nous expliquer comment... Si on n'arrive même pas à évaluer une mesure comme la fermeture de l'Horeca... Les parlementaires, ils ont demandé les chiffres? Ils ont fait leur travail, les parlementaires que nous avons élus? On m'a dit, sauf erreur, et alors on m'a renvoyé à d'autres parlementaires, mais ils me contrediront si j'ai tort, on n'a rien reçu. Et je n'ai rien reçu depuis. Donc ils vont voter et ils ne sont pas informés? Voilà. Ils vont voter là-dessus, ils vont discuter de ça, mais ils ne sont pas informés. Voilà. Bon, par contre, on peut quand même dire à décharge qu'un débat quand même assez large a été lancé, où on a invité beaucoup d'experts, des universitaires, etc. Je m'étonne quand je vois la liste d'experts, qui est énorme, hein, je crois qu'il y a 500 pages ou 800 pages d'audition, de ne pas voir des experts comme le professeur Jean-Luc Gallat, La Terre, Monsieur Rentier, Christophe de Brouwer, Caroline van der Meeren, qui auraient pu être ceux qu'on appelle faussement des rassuristes. Moi, je les appelle les réalistes, parce qu'ils prennent les choses telles qu'elles sont. Et donc, aussi à noter que Cienzano a refusé d'être auditionné au Parlement. Donc, en fait, Cienzano, s'ils doivent raconter sur quelle base scientifique ils décident d'une épidémie... on peut se poser la question. Il n'y a plus tellement de base scientifique, là. Alors, quelques éléments, je vais essayer d'être rapide parce que c'est quand même très technique. Donc, il faudrait... la définition d'une urgence épidémique. Oui. Alors, si on la définit comme aujourd'hui 50 cas pour 100 000, l'obligation du port du masque, sur quelle base? Des cas, je précise, des tests positifs. Des tests PCR. Donc, le test PCR, il y a eu des arrêts... Des gens qui ne sont pas malades. Voilà, il y a eu des arrêts de tribunaux à Vienne, à Lisbonne, qui confirment que ces tests n'ont aucune base scientifique pour déterminer d'une épidémie ou de cas qui aurait vraiment un impact sur la santé publique, disons-le comme ça. Donc voilà, qui va décider qu'on est en urgence épidémique? Sur quelle base? Ça, c'est la première chose. Et c'est là-dessus que tout est basé. On limite tous nos droits quand on est en urgence épidémique. OK. La proportionnalité, donc qui va décider que les mesures sont proportionnelles et qu'elles sont vraiment scientifiquement validées. Si on n'a déjà pas de chiffres, comment est-ce possible de pouvoir décider qu'elles sont proportionnelles? Les experts. Donc, on se dit, OK, il faudrait qu'il y ait des experts, comme nos chers experts qui actuellement œuvrent depuis 12 mois. Est-ce qu'ils seront aussi sadiques? Alors, sans doute que oui.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun critère, de nouveau, mentionné dans cette loi. Dans les débats, on dit que ces critères d'admissibilité d'un expert, donc pas de conflit d'intérêt, ça c'est quand même leur profil. Ah ben tu vois que c'est une loi qui rend les choses un peu meilleures. Tout ça n'est pas mentionné dans la loi. On dit que ce sera exclu de cette loi. Donc ça c'est très grave aussi, puisque c'est un des pare-feux, c'est d'avoir des experts compétents et qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Et on n'est pas encore sûr de que ce cas soit... que ça arrive. Oui, que ça arrive aujourd'hui. Donc, et si demain on ne le met pas dans cette loi-là, voilà. Encore 2-3 petites... Oui, pas de limitation dans le renouvellement de cette... donc, une fois qu'on décide que c'est l'urgence pandémique, c'est pour 3 mois, c'est parti pour 3 mois. Le Parlement entérine et il peut renouveler. Le gouvernement peut renouveler comme il a fait sans plus... Voilà. Non, il a quand même demandé l'avis au Parlement pour renouveler. Oui, mais alors, le Parlement, ce qui serait bien, si on leur demande leur avis, c'est qu'il y ait un vote au moins à majorité qualifiée, donc pour que ce soit une majorité large et que ce ne soit pas juste la majorité qui décide de tout. Sur une situation si importante, il faudra un vote à majorité qualifiée. C'est déjà dans les discussions et c'est déjà niette. Donc voilà. Ça, ce serait vraiment pour améliorer cette loi. Je vous donne quelques pistes et je pense que... Oui, alors les données, le traitement des données, ça c'est l'horreur totale. L'autorité pour la protection des données a remis un avis assassin, je dirais. Et d'ailleurs, dans les débats, le gouvernement dit lui-même qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'analyser tous les arguments de ces autorités concernant mais pourtant, ce sont des gens compétents, qu'on voilà, paye. Ça fait 1 mois qu'ils l'ont reçu, mais ils n'ont toujours pas... Ce sont des professionnels, des gens qu'on paye, non Voilà, mais donc beaucoup de problèmes par rapport à cette loi pandémie. Moi, je pense, comme je l'ai déjà dit sur ces ondes, que la seule loi pandémie qui pourrait être efficace ou acceptable dans un état de droit, ce serait de la coupler à une loi qui gère la crise et qui oblige l'État à agir structurellement sur toute une série de... Pourquoi est-ce qu'on nous confine depuis le début ? L'argument massu, c'est de ne pas déborder les services de santé. Il paraît qu'on a encore retiré des lits. Je ne suis pas sûre de cette information, mais j'aimerais bien connaître combien de lits... C'est peut-être là qu'il faudrait agir au départ, non ? Eh bien, il faudrait, si on nous limite nos libertés pour 1 mois, 15 jours... Allez. Qu'on nous promette de mettre 5000 lits d'hôpitaux en moi, je pense surtout qu'en fait, plutôt que de nous bloquer pendant 15 jours, il faut juste renforcer les hôpitaux pour éviter qu'on doive prendre des décisions pour dire qu'on ne veut pas que les hôpitaux soient engorgés. On ne peut pas renforcer les hôpitaux. J'ai entendu dire qu'avec la protection civile, avec l'armée... moi, c'est mon argument aussi, donc je fais vraiment un appel. Ça pouvait être fait très rapide. Oui, j'aimerais que si des responsables ou des anciens responsables dirigeants de l'armée ou de la protection civile puissent témoigner là-dessus. On a 2000 personnes dans la section santé de l'armée qui y travaillent. Dans ces 2000 personnes, il y a 200 médecins. On a la Croix-Rouge, on a la protection civile, donc ça fait quand même un effectif avec des missions qui sont parfaitement dans leur mission. L'armée est là pour ouvrir des hôpitaux de campagne rapides dans des scènes de guerre. On a dit que c'était la guerre. On nous a dit que c'était la guerre. Peut-être pas nos propres dirigeants, mais bon, au niveau européen. Une disposition pour donc, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait, si c'est la guerre, mettre en place et utiliser tous les moyens qu'on a. Tous les moyens qu'on a, c'est l'armée, c'est aussi un pouvoir, partie du pouvoir exécutif, donc pour nous protéger, pour renforcer. Mais moi, j'ai discuté avec une infirmière qui m'a dit qu'en fait, c'était parfaitement prévu dans les plans en cas de pandémie, c'était la réquisition des hôpitaux militaires, entre autres l'hôpital de Nedor-Warenbeek, et que tout était prévu, qu'il y a plusieurs milliers de lits là, et qu'en principe, c'est ça qu'on aurait dû faire, et qu'on n'a jamais fait. Et qu'on a préféré effectivement faire des mesures coercitives plutôt que d'utiliser les moyens d'intuition. Ce que j'ai entendu dire, c'est que le gouvernement avait peur de perdre le contrôle en amenant l'armée à intervenir quelque part, et qu'il y aurait probablement eu un problème de
de pouvoir, Perdre la main. de perdre la main, de contrôle. De nouveau, voilà. une question d'autorité, hein, Voilà. de garder son beefsteak, comme on Dois-je dit. rappeler que, allez, tout le monde le sait ici, et pour en connaître du personnel hospitalier qui se plaint quand même depuis quelques années, et plus de, si pas pour dire des décennies, le manque de moyens matériels du personnel soignant qui on peut, comme je le répète encore une fois, pisser dans un violon pour attirer l'attention de nos chers dirigeants. Mais en revanche, moi je me souviens, pour en avoir aussi connu qui sont dans les forces de l'ordre, avoir eu la présentation à l'ERIP, donc l'école de police qui faisait ses journées portes ouvertes au Stade Roi-Baudouin en 2019, qui nous présentait sa toute nouvelle artillerie et ses tout nouveaux moyens de déploiement anti-émeute, sur lesquels ils ont investi des sommes faramineuses. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté au Bois de la Cambre et dans d'autres événements conviviaux. Donc, oui, je me demande où nos dirigeants investissent, au lieu d'investir donc dans une pandémie mondiale pour donner du moyen au personnel hospitalier. Pourquoi avoir investi autant dans la répression? Ça a quand même le mérite de se poser des questions. Voilà. Ok. Tu as terminé avec la loi Plus ou pandémie? moins, Bon, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. On va passer à toi, Marc-Henri. Que je fasse ma chronique? Alors, voilà, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel moyen d'action? Alors, moi, j'ai écrit une petite lettre aux députés que, éventuellement, on va publier sur BAM. Et Oui. comme ça, les gens peuvent aussi, éventuellement, la remodifier ou l'envoyer tel quel. Donc, je vais vous la dire. Donc, chers députés, dans quelques semaines, vous serez amenés à vous prononcer sur la loi. Quelques semaines, ça va être quelques jours maintenant, hein, je pense. Bon, on va voir. Quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Enfin, il y en a qui disent avant les 30, il y en a qui disent pour début juin. Voilà. Enfin, bon, bref. Dans quelques semaines, vous serez amenés à vous prononcer sur la loi pandémie. Après un an de sacrifices qui ont mis la Belgique à genoux et les Belges à bout, force est de constater que le résultat n'est pas au rendez-vous. Société inhumaine et divisée, faillite, suicide, violence familiale, ruine de l'économie, endettement abyssal, éducation sacrifiée, anciens abandonnés, culture torpillée, démocratie et l'état de droit en lambeaux, infantilisation de la population, insurrection et violence policière, la liste est encore longue. Et tout ça pourquoi? Se situer parmi les pays au monde qui ont le taux de mortalité le plus élevé? Que le gouvernement ait agi dans l'urgence est éventuellement compréhensible. Qu'il persiste pour se justifier est humain. En revanche, votre rôle de parlementaire, en tant que représentant des Belges et responsable de la bonne utilisation de nos impôts, est d'éviter que notre gouvernement ne persiste dans une direction qui manifestement n'est pas la bonne et ne suscite pas ou plus l'adhésion de la population. À la place, le gouvernement vous propose de voter une loi qui lui fera un boulevard vers la catastrophe et qui vous fera porter la responsabilité de ses erreurs. Outre la poursuite de dommages collatéraux considérables et sans évaluation sérieuse de la balance bénéfice-risque, ce qu'a bien dit encore De Croo quand Kéros lui a posé la question, Alexandre Pedas lui a posé la question, il a dit que pour l'instant, il n'y en avait pas. Le danger est grand de voir une méfiance profonde et durable s'installer entre les élus et les citoyens, avec comme risque la fin d'une démocratie déjà fort mise à mal. Si vous avez le courage politique de voter contre une loi qui entérine les mesures actuelles, même avec des aménagements, je ne manquerai pas de vous mettre en tête de liste de mon vote lors des prochaines élections. Dans le cas contraire, j'en déduirai que vous ne serez plus jamais en mesure de représenter l'idée que je me fais d'une société juste et démocratique. Je pense que cette position est partagée par un grand nombre de citoyens. Ne vous laissez pas impressionner par l'urgence brandie par le gouvernement. Les beaux jours peu favorables au virus arrivent et vous laisseront le temps de réfléchir car, bien entendu, toute crise doit faire l'objet d'une analyse critique afin d'éviter les erreurs du passé et d'offrir des solutions efficaces et proportionnées. Pour ce faire, je vous demande d'examiner les propositions d'un très grand nombre de spécialistes dont le gouvernement semble ignorer les compétences. Protéger prioritairement les personnes à risque. Favoriser l'utilisation des traitements préventifs et thérapeutiques précoces. Refinancement des hôpitaux et revalorisation du personnel soignant, on en parlait. Dans des circonstances raisonnables et exceptionnelles, mise en place
d'un conseil plural, multidisciplinaire, transparent et sans conflit d'intérêts, dont la mission est clairement établie et dont les décisions sont vérifiées a posteriori par des études indépendantes. En cas de surcharge du système de santé, on en parlait, réquisition des hôpitaux militaires comme cela a toujours été prévu. Je vous remercie d'avoir pris soin d'entendre ma voix et d'y penser lorsque vous voterez la loi. Ce mec sait écrire. Voilà. Ce mec sait écrire. Merci Marc-Henri. Non, je ne sais pas écrire, mais quand je suis motivé, alors ça... Non, mais c'est bien, c'est bien. On va publier cette lettre et vous pourrez la télécharger et bien sûr l'envoyer à vos députés. Il y aura tout ce qu'il faut sur le site bam.news pour faire campagne contre cette loi scélérate. Luc, un dernier mot ou quelques derniers mots sur tout ce que vous avez entendu ? Alors bien, c'est vrai que c'est fort bien écrit et ce que je voudrais aussi faire passer comme message, c'est ne faisons pas dire à l'ordonnance dont on a déjà parlé ce qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas qu'il faut impérativement une loi dans les 30 jours. Elle ne dit pas ça. L'ordonnance dit prenez les mesures, mais avec une base légale. Et je rappelle au passage, et il faut que nos parlementaires entendent ça, c'est que si demain un arrêté royal est pris, si éventuellement on donne des pouvoirs spéciaux, fût-ce pour un mois, un arrêté royal est pris, après pris en Conseil des ministres et après avoir demandé l'avis de la section législation du Conseil d'État, le problème est réglé. Et aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est la circonstance, et la lettre qu'il vient de nous lire indique tous les débats qui doivent avoir le jour. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on a pris le Parlement en otage. On a pris le Parlement en otage en disant, attention, il y a cette ordonnance qui n'impressionne apparemment personne, mais vous devez voter. Et il faut regarder le texte. C'est aujourd'hui un avant-projet, vous l'avez rappelé, qui va poser toute une série de questions. Eh bien, la première, c'est finalement si elle est utile. Et moi, je pense, et ça alors c'est le juriste qui parle, c'est une loi qui n'est pas utile. Dans le dispositif législatif actuel, il est tout à fait possible de répondre à la pandémie, en tout cas Covid-19. Et quand vous lisez l'exposé des motifs de cet avant-projet de loi, qu'est-ce que vous y voyez ? Vous y voyez qu'il est question de régler la question des pandémies. On vous dit en une phrase que ça réglera aussi la question du Covid-19. Alors, pour être clair, c'est qu'on envisage de rendre la loi rétroactive. Et donc, rendre la loi rétroactive, ça veut dire couvrir d'un geste de la main tout ce qui s'est passé, ce qui, sur le plan des principes, est totalement inacceptable. Inacceptable, d'autant plus inacceptable que, si vous lisez les textes, en réalité, que fait cette loi ? Inutile à mes yeux. C'est en réalité couler dans une loi toutes les inepties qui ont été mises en place depuis un an. Et je dis donc aux parlementaires, surtout, ne baissez pas votre froc. Lapsus révélateur. Exactement, oui, mais enfin bien, il est révélateur et donc il en est bien ainsi, mais donc ils doivent avoir cette réaction pour reprendre leur place et débattre clairement. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que les mesures étaient vraiment pertinentes ? Je rappelle au passage qu'il y a des commissions parlementaires qui ont été mises en place avec l'objectif analyser la pertinence des mesures, analyser les chiffres qui ont été avancés, qui nous ont été avancés, qui disaient tout et leur contraire. C'est d'ailleurs, je dirais, la vertu des chiffres. On peut leur faire dire vraiment tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec une instrumentalisation du Parlement à qui on va demander urgence prétendue, oblige, votez ce que l'on vous demande. Tout ça est très grave, vous regardez tout ce qui se passe, etc., etc. Et donc, le parlementaire aujourd'hui, digne de ce nom, eh bien, devrait dire non. Non, on ne vote pas cette loi, on peut y réfléchir, soit, et puis il n'y a plus urgence. Oui. On est, rappelons-le tout de même, sur le plan strictement factuel, on nous annonce que le 1er mai, qui est un beau jour pour de multiples motifs, il le sera aussi parce que le 1er mai, il y a
nos libertés qui vont retrouver leur place. Alors expliquez-moi. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas un seul instant, parce qu'il y a évidemment une hypocrisie sans nom. Pas d'instrumentalisation. Pas d'instrumentalisation du pouvoir judiciaire au travers d'une décision qui a été prise. Pas une instrumentalisation du Parlement à qui on dit maintenant faites absolument quelque chose parce que notre état de droit est en danger. Tout ça, ce sont des mots. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle à mes yeux qui est flagrante. Et j'espère que les parlementaires garderont bien leurs pantalons à la bonne hauteur pour faire valoir ce qui, à mes yeux, est très important, c'est l'état de droit. Parce que, et on revient à la case départ, n'oublions tout de même jamais que si nos libertés sont garanties par la Constitution, le deuxième garant, c'est le Parlement. Et le Parlement, ce sont nos élus. Ils représentent la nation et c'est à eux que revient la mesure des plateaux ou d'équilibrer les plateaux de la balance avec une hypothèse. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il suffira au gouvernement de dire il y a pandémie, il y a danger et on y va. Je pense que ça n'est pas du tout satisfaisant sur le plan intellectuel et il est aussi fondamental que la loi soit claire et soit précise. Les habilitations qui sont données, il n'est pas nécessairement, indispensable d'établir des mesures. À chaque moment suffit sa peine, et nom d'un chien. Si c'est urgent pour le gouvernement, c'est aussi urgent pour le Parlement. Eh bien, ils n'ont qu'à travailler jour et nuit. Voilà. Depuis un an, ils ont l'air de ne pas travailler beaucoup, et là, c'est aussi insupportable. Et donc, qu'ils y travaillent, et qu'ils y travaillent bien entendu sérieusement, en écoutant tous les interlocuteurs, et il y en a une fameuse liste. Maintenant, je ne crois pas que cette loi pandémie verra le jour aussi rapidement. Maintenant, vous avez aussi une grande hypocrisie, avec, je dirais, une musculation à certains endroits, et puis tout de suite, le bic à la main pour signer, pour dire on le fera, c'est urgent et tant pis pour le reste. Okay. Mais ça, c'est très inquiétant. Merci beaucoup, Luc. Oh, ce mec sait parler quand même. Alors, j'en ai un qui sait écrire, un qui sait parler. Là, je suis on est gâtés. On est gâtés aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous êtes un petit peu plus éclairés sur ce qui est en train de se passer, parce que peut-être que finalement nous vivons un moment très grave pour le pays. Et donc, il serait bien que tout le monde en prenne conscience. Je voulais... Écrivez à vos parlementaires. Écrivez à vos parlementaires. Vous avez tout ce qu'il faut sur notre site bam.news, Belgian Alternative Media, bam.news. Je voulais faire 2 dernières petites annonces. La première, nous avons besoin de soutien, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à faire des dons. Il y a tout ce qu'il faut sur notre site web avec un endroit dédié sur le site. Donc, nous avons besoin de soutien parce que nous sommes indépendants et nous ne sommes pas mainstream. Donc, et nous sommes clairement indépendants. Nous ne recevrons jamais de subsides de l'État, c'est clair. Merci beaucoup. Je voulais aussi remercier tous nos chroniqueurs, Luc Hénard, d'avoir eu la gentillesse de bien vouloir nous éclairer. Et puis, je voulais remercier aussi la réalisation de toute l'équipe de Manuel Pout et tous les techniciens qui sont autour de nous, qui ont fait un décor superbe et un son et une image fantastique. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci, au revoir.